Je suis ravi de vous accueillir pour ce débat vidéo en direct organisé en partenariat avec la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Le thème aujourd'hui, quel rôle pour les banques pour sauver les entreprises, pour aider les entreprises à faire face à la crise économique et préparer la reprise. Les banques sont donc au cœur du dispositif d'aide. Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi trois experts du sujet. Patrick Dufour, bonjour. Vous êtes membre du directoire en charge de la Banque de développement régional de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Denis Bonjour. Lantou, vous êtes directeur régional de la Banque de France en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Gluson, professeur de finance à Cage Business School à Bordeaux. Bonjour également, bienvenue Bonjour à tous les tous. trois. Merci à tous les trois d'être là ce matin. Nous allons essayer d'être le plus pédagogique, pratique, le plus concret possible pour aborder des sujets à la fois éminemment complexes et qui évoluent quasi quotidiennement au gré des annonces en France, en Europe. Pierre Gruson, on va débuter avec vous pour essayer de cadrer un peu le sujet, cadrer cette crise hors norme, en quoi elle est différente des crises qu'on a pu connaître par le passé, et quel rôle joue le système bancaire français et européen dans ce grand mécano économique et financier aujourd'hui. Merci, Monsieur Cheminade. Bienvenue à tous. Alors, effectivement, lorsque vous m'avez demandé de participer et de préparer la réunion de ce matin, j'ai regardé quelques indicateurs parmi ceux qui nous sont les plus familiers et en même temps qui sont dans les valeurs les plus folles aujourd'hui. Alors, j'avais choisi le cours du pétrole pour dire, par exemple, qu'actuellement, l'Arabie Saoudite travaille à des coûts d'extraction qui sont négatifs. J'avais même pas vu et imaginé, comme beaucoup, que ce coût pourrait devenir totalement négatif. Bon, c'est purement technique, mais ça montre bien le désarroi dans lequel on est. J'avais également identifié comme autre chiffre, celui-ci va plus nous intéresser ce matin, les plans de soutien massifs qui ont été engagés par les États, par les banques centrales et qui représentent aujourd'hui entre une fois et deux fois la valeur du produit intérieur brut. Tout à l'heure, on va peut-être se poser la question de se dire, mais s'il est aussi facile de financer et de trouver des financements, pourquoi ne l'a-t-on pas fait auparavant? Nous avions déjà des motifs d'inquiétude. Et le troisième indicateur, puisqu'on est aussi entre financiers, eh bien, c'est celui qui, quand même, depuis quelques années, nous interpelle, à savoir que les dettes publiques des États, même très endettés, se financent à des taux négatifs. Ces taux, on en profite aussi avec les entreprises, mais ça développe aussi un concept dont on parle aujourd'hui, les entreprises zombies. Bon, le terme n'est peut-être pas très bien choisi quand on sait quelle détresse vivent aujourd'hui les entreprises. Il s'agit des entreprises pour lesquelles l'excédent d'exploitation couvre à peine leurs charges financières annuelles. Et si jamais les taux d'intérêt devaient remonter trop brutalement, eh bien une bonne partie de ces entreprises pourrait disparaître. Alors ce n'est pas un phénomène qui est anodin. On parle en Europe occidentale, en Amérique du Nord, de 10 à 15 de ces entreprises. Et l'un des premiers à avoir révélé ces chiffres, c'est Patrick Artus, qui travaille pour Natixis et qui est dans la sphère de la caisse d'épargne et des banques populaires. Alors voilà pour les chiffres qui m'avaient un petit peu interpellé. Et maintenant, on va quand même essayer de voir des motifs pour se rassurer. C'est par exemple lundi dernier, Bercy a convoqué tout un ensemble d'économistes, alors peut-être aussi des universitaires. Il ne faut pas oublier que nous, les universitaires, on a un avantage énorme. On se mêle de tout et on est responsable de rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ardoise, elle est blanche et qu'il va falloir imaginer et penser en dehors de la boîte parce que c'est vraiment une crise qui est hors norme. Alors, dans les éléments positifs que j'ai essayé de retenir, je me suis dit, mais quand même, bon, la chaîne sanitaire a tenu, la chaîne alimentaire a résisté, et puis Internet aussi a tenu. Imaginez que cette crise, nous l'ayons connue ne serait-ce qu'il y a 10 ans, une conférence comme celle de ce matin et toutes les réunions qu'on organise dans nos entreprises pour quand même communiquer, eh bien, on aurait été quand même un peu plus démunis. Et puis d'ailleurs, en tant qu'enseignant, moi j'ai pu mesurer avec quelle rapidité la jeune génération s'adaptait à ces outils. Et on a même instauré un rituel qu'on ne va peut-être pas proposer ce matin. Quand on termine nos cours en distanciel, comme tout le monde a les caméras fermées pour améliorer la bande passante, d'un seul coup, on allume les caméras et on a une mosaïque de 30 à 40 webcams où on voit les étudiants, on se redécouvre enfin et on retrouve un petit peu d'humain dans cette période qui est quand même un petit peu hors sol. On est sans doute trop nombreux pour faire ce genre de choses aujourd'hui.
Et donc, je vais proposer de recadrer la question de ce matin. Alors, je me suis basé sur un élément qui est intéressant, c'est la différence entre l'Amérique du Nord et l'Europe. On a fait le choix depuis très très longtemps, depuis bientôt un siècle, eh bien, on a fait le choix en Europe de surtout financer l'économie grâce au réseau bancaire. Là où les anglo-saxons, les Américains, utilisent plutôt les marchés financiers. Ça a deux avantages. On sait que ce système intermédiaire résiste beaucoup mieux au choc, on l'a vu en 2008, mais l'inconvénient, évidemment, c'est de remettre totalement aux mains du système bancaire avec ses critères, qui ont tendance à être souvent les mêmes, c'est assez logique. Les banquiers ont les mêmes critères pour accepter ou refuser des crédits. Et donc, ça met les banques au centre aujourd'hui des solutions de financement de l'économie. Alors, on parlera aussi du plan proposé par Christine Lagarde qui, justement, vise à irriguer, à ruisseler sur l'ensemble de l'économie tout à l'heure, mais je pense que le gouverneur, le directeur régional, Denis Le Retou, nous en parlera beaucoup mieux que moi. Et une autre chose que j'ai également regardée, c'est que pour une fois, si on doit taper sur les banquiers, on peut peut-être remarquer que ce n'est pas la crise financière qui a déclenché une crise économique, et c'est bien l'inverse. Et c'est peut-être cette fois-ci les banquiers qu'on appelle, ou les financiers qu'on appelle au secours de l'économie. Bon, on est tous embarqués dans le même bateau, mais effectivement, les attentes sont très très grandes vis-à-vis des banques. Alors d'autant que dans les lectures que l'on peut faire, le FMI nous a aussi mis en garde en disant attention, la crise financière qui a débuté il y a plus de 10 ans laisse aujourd'hui comment dire, une organisation économique mondiale et un système financier qui est à peine convalescent. Et on avait déjà des doutes sur notre capacité à tous à encaisser un nouveau choc. On ne l'imaginait pas comme ça, on ne l'imaginait pas aussi brutal, mais il faut faire avec. Alors, aujourd'hui, les pouvoirs publics ont mis tout sur la table. Les banquiers sont au centre de, comment dire, de cette réirrigation de l'économie. Et puis, peut-être une remarque un peu iconoclaste, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi de redonner à la Banque de France un pouvoir plus étendu que celui de médiateur du crédit et d'être le simple bras armé de la Banque centrale européenne? Est-ce que les réalités financières des différents pays, que ce soit d'un côté l'Allemagne ou la Hollande, de l'autre l'Espagne et l'Italie, et nous peut-être au milieu la France, est-ce que la politique monétaire doit être affinée pour tenir compte des réalités locales? Mais là, je suis bien placé pour poser des questions, mais peut-être moins pour proposer des réponses. On va faire suivre. Merci beaucoup, Pierre Gruson, pour cette introduction. Patrick Dufour, je me tourne vers vous. On l'a bien compris, les banques, les établissements bancaires, mais aussi les équipes sont au premier plan de cette crise économique pour essayer de la résoudre, sont mobilisés à plein. Un peu plus d'un mois après le début du confinement, comment les équipes des différents établissements bancaires se mobilisent et comment ça se passe chez vous à la Caisse d'épargne? Moi, je voudrais effectivement commencer par souligner et saluer la mobilisation de l'ensemble des équipes dans les banques, à la Caisse d'épargne, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des banques sont pleinement conscientes du rôle majeur qu'elles ont à jouer en cette phase d'urgence, j'ai envie de dire, mais qu'elles auront également à jouer ensuite pour accompagner et supporter la relance de l'économie. Je pense que c'est vraiment un enjeu très important et les banques sont mobilisées sur cet enjeu-là. Si je prends le cas de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, hier, nous avions une seule agence fermée. Nos 10 centres d'affaires entreprises départementaux étaient tous ouverts et fonctionnaient tous. Nous accueillons des clients, alors sous certaines conditions, bien sûr, de sécurité, mais nous jouons, nous assurons notre rôle de banquier au quotidien. À la Caisse d'épargne, moins de 10% des collaborateurs sont en arrêt de travail. Alors nous avons bien évidemment, comme toutes les banques, profondément modifié notre organisation du travail. Pour nous, c'est quasiment un collaborateur sur deux qui est en capacité de pouvoir travailler en télétravail. Ça représente 1300 personnes pour la Caisse d'épargne. Et pour les équipes de siège, c'est 95% des équipes qui sont en télétravail. Donc une organisation profondément modifiée et sur une période très courte.
mais un engagement qui reste quotidien et majeur, et je crois que c'est vrai pour l'ensemble des établissements bancaires. On échange régulièrement au sein de la FBF, de la Fédération bancaire, et on voit que la mobilisation est la même dans tous les établissements bancaires. Pour votre clientèle professionnelle, quels sont les grands axes de ce que vous proposez pour faire face aux tensions de trésorerie, hein, c'est le principal sujet aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a deux axes principaux sur lesquels les banques sont attendues. Le premier, c'est ce qu'on appelle le report des échéances de crédit et de crédit bail. Et le deuxième, c'est le prêt garanti par l'État, le fameux PGE. Alors, je vais commencer par les reports d'échéances de crédit. Dès le 20 mars, les banques se sont engagées à reporter les échéances de crédit et de crédit bail pour les clients des secteurs d'activité concernés, impactés, je dirais, par la crise, et la majorité sont impactés, et qui en feraient la demande. Et ce report d'échéance, il est pour une durée de 6 mois. Alors ça veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les échéances en capital et en intérêt sont totalement reportées. En d'autres termes, le client ne rembourse rien pendant toute cette période-là. Au bout de 6 mois, les montants qui ont été reportés, les échéances qui ont été reportées, seront rajoutés au capital restant dû et seront remboursés sur la durée restant due du crédit. Je vais prendre un exemple. Nous avons un financement sur 7 ans et sur ces 7 ans, il reste 5 années à finir. Les 6 mois de report d'intérêt seront ensuite étalés sur les 5 années qui restent à courir. Ces reports d'échéance se font sans frais, se font sans prise de garantie supplémentaire, c'est-à-dire qu'on maintient le crédit tel qu'il a été initialement et avec les garanties qu'il avait initialement au moment où il a été mis en place. À la caisse d'épargne ou dans l'ensemble des établissements Non, bancaires? alors, je ne peux pas certifier, mais je crois que c'est un engagement général des banques et je crois que toutes les banques sont sur la même logique de dire ces opérations-là ne génèrent pas de frais supplémentaires, il n'y a pas de frais d'avenant, il n'y a pas de frais de garantie supplémentaires. Le mécanisme est finalement relativement simple, même s'il est compliqué techniquement à mettre en place. C'est on bloque, on gèle le capital et les intérêts et on reporte ce capital et ces intérêts sur les années qui restent à courir sur la durée du prêt. Si on prend l'exemple de la caisse d'épargne, nous avons, nous, fait un choix un peu, je dirais, systématique. Nous avons choisi, dès le 25 mars, de traiter de manière automatique tous les reports d'échéance. Nous sommes partis du principe que nous allions mettre en place automatiquement ces reports d'échéance et qu'ensuite les clients qui ne voudraient pas éventuellement avoir ces reports d'échéance, eh bien, on procéderait aux annulations des reports d'échéance. Ce qui fait que dès le 25 mars, nous avons reporté 12 000 échéances de crédit sur une journée, 12 000 échéances de crédit et de crédit bail. Et depuis cette date, nous continuons, cette fois-ci sur demande de nos clients, à faire des reports d'échéance. Alors ça concerne les professionnels, les entreprises, mais ça concerne d'autres secteurs d'activité, comme l'économie sociale, par exemple, comme l'immobilier professionnel, comme certaines structures, on va dire, régionales, du type des SEM, par exemple, hein, sur lesquelles nous faisons aussi des reports d'échéance. Hier, nous avions 19 000 reports d'échéance sur ces structures-là, et ça représente, pour la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, un volume de 120 millions d'euros d'échéances reportées sur cette période de 6 mois. Donc c'est un engagement important, majeur. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que nous faisons également des reports d'échéance sur des crédits immobiliers, puisque nous avons traité à peu près 5 000 demandes de report d'échéance sur des crédits immobiliers. Et très souvent, ça concerne des chefs d'entreprise, des professionnels, des professions libérales qui, n'ayant plus de revenus, puisque ne travaillant plus, n'ayant plus de chiffre d'affaires, eh bien, ne sont plus en mesure d'assurer, je dirais, la couverture de leur crédit personnel. Et dans ce cas-là, effectivement, nous faisons également des reports sur les prêts immobiliers. Donc voilà la situation au niveau des reports d'échéance. Et on va dire que le gros est derrière nous aujourd'hui et que la préoccupation des banques, elle est plus sur les prêts garantis par l'État aujourd'hui que sur les reports d'échéance parce que l'essentiel est fait, j'ai envie de dire.
Merci. On va revenir sur les prêts garantis par l'État en détail dans quelques instants. Denis Lortou, bonjour, je me tourne vers vous. En quelques mots, dites-nous quel est le rôle en temps normal de la Banque de France et qu'est-ce que l'État attend de vous dans ce contexte économique particulièrement inédit. Si vous avez également quelques chiffres sur l'ampleur l'ampleur des conséquences économiques du confinement dans la région, je pense que ça permettra à tout le monde de bien se rendre compte du phénomène. Bien, merci. Bonjour à tous. Bon, le rôle de la Banque de France, il est articulé autour de trois missions essentielles, qui sont la stratégie monétaire, c'est-à-dire que, et là, pour tordre le cou à une idée assez répandue, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne n'agit pas seule de son côté, hein. Le Conseil des gouverneurs autour de la présidente de la BCE, donc, prépare les décisions de politique monétaire, et le Conseil des gouverneurs, ce sont les 19 gouverneurs des banques centrales nationales et constitue l'eurosystème, donc la zone euro, les pays dans lesquels l'euro est la monnaie. Donc, donc ça, c'est extrêmement important, hein. Ça montre bien aussi l'ancrage de chaque pays dans les décisions de politique monétaire. Et je reviendrai tout à l'heure peut-être sur les dispositions qui ont été prises. La deuxième grande mission est relative à la stabilité financière. Donc la Banque de France, et avec d'autres autorités, comme l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, hein, dont le secrétariat général est une direction générale de la Banque de France et dont le gouverneur est le président, donc surveille, et une instance surveille l'ensemble du secteur financier, donc les banques, les assurances, et aussi la Banque de France est en charge de la surveillance, de la régulation des infrastructures et de la sécurité des moyens de paiement. Troisième grande mission de la Banque de France, ce sont les services à l'économie. Et là, on va avoir plus le rôle de notre réseau de succursales. Donc là, nous sommes en charge de la qualité de la circulation fiduciaire, donc des billets en circulation. Nous sommes également un observatoire de la vie économique, et donc nous prenons le pouls de la conjoncture économique chaque mois, et en ce moment, c'est extrêmement important d'avoir ces informations. Et d'ailleurs, je dois dire que les chefs d'entreprise eux-mêmes, hein, qui sont la source de notre information, sont extrêmement motivés pour répondre à nos enquêtes de conjoncture. Autre point important, donc c'est l'analyse de la qualité des entreprises, de leur bilan. Donc nous procédons à la cotation des bilans des entreprises. C'est peut-être une activité un peu moins connue, mais qui a tout autant son importance, et notamment c'est pas le banquier commercial ici qui me contredira, notamment quand les banques accordent des crédits aux entreprises, elles doivent s'assurer évidemment de la qualité de la structure financière de ces entreprises et de leur rentabilité, et donc la cotation Banque de France est un élément pris en compte. À côté de ce rôle d'analyse financière, nous venons aussi en accompagnement des entreprises, alors de différentes manières, soit par des prestations d'analyse financière. Donc nous avons une prestation qui s'appelle Géode et une autre qui s'appelle Opal, dont on reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Et puis, autre mission qui est née de la crise de 2008 et qui aujourd'hui prend une acuité toute particulière, c'est la médiation du crédit. Donc le dispositif de médiation est ouvert aux entreprises qui, si elles n'ont pas pu obtenir de financement de la part de leur banque, peuvent s'adresser à nous de manière à réexposer leurs problèmes, et nous voyons avec les établissements s'il n'y a pas d'autres possibilités d'accorder des lignes de financement. Oui, on y reviendra tout à l'heure, effectivement, Oui, plus en détail sur les PGE. absolument. Et puis, autre élément de notre action, toujours dans le cadre des services à l'économie, c'est ce que nous faisons envers les particuliers, notamment les particuliers en situation de fragilité financière, avec la gestion du secrétariat des commissions de surendettement des ménages. Donc là, nous instruisons toutes les procédures de surendettement des particuliers. Et puis, autre élément dans ce cadre-là, c'est que nous sommes aussi en charge du droit au compte. Donc, le droit au compte, c'est un droit qui est ouvert à tout particulier qui se voit refuser l'ouverture d'un compte par une banque, et à ce moment-là, nous désignons d'office un établissement de crédit pour ouvrir un compte.
C'est noté. Vous parlez des études de conjoncture tout à l'heure. Dans la région, comment se traduit ce premier mois de confinement en termes d'activité économique? Écoutez, ce que je peux dire, alors effectivement, nous avons sorti notre étude mensuelle de conjoncture portant sur le mois de mars la semaine passée. En fait, on constate à peu près les mêmes tendances qu'au plan national, donc avec une contraction très forte de l'activité sur les secteurs qui ont été identifiés nationalement, hein. Donc, alors au premier chef, bien entendu, ceux qui ont fait l'objet des décisions administratives de fermeture, comme la restauration, l'hôtellerie, tout ce qui est lié à l'activité touristique, et c'est extrêmement important dans notre région, bien entendu. Donc le transport aussi, l'industrie dans une certaine mesure, le bâtiment travaux publics, le secteur des bâtiments travaux publics. Voilà. Donc il n'y a pas il n'y a pas de caractéristiques particulières par rapport à ce qu'on a pu constater au plan national. Après, si on se place sur un plan macroéconomique plus large, donc vous savez que les prévisions, hein, à ce jour, hein, mais qui peuvent varier parce qu'il y a quand même beaucoup de variables qui entrent en ligne de compte, les prévisions pour 2020 et qui font notamment, ce sont les hypothèses, hein, qui sont retenues dans le projet de loi de finances rectificative deuxième mouture, c'est-à-dire celui qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 15 avril. Donc les prévisions tablent sur une contraction du PIB de l'ordre de 8% pour 2020. Et parallèlement à ça, bien entendu, une baisse des recettes fiscales, puisque qui dit contraction de l'activité implique bien sûr une baisse des recettes fiscales, et face à ça, donc une augmentation des dépenses de l'État pour soutenir le secteur, enfin tout l'ensemble des secteurs économiques dans le cadre de cette crise. Donc là, voilà, donc on va avoir une augmentation de la dépense publique, c'est bien connu, ça a été dit, et donc on table sur un taux d'endettement de l'ordre de 115% du PIB en 2020, enfin, en cumul, bien sûr. Oui. Je voudrais, ouais, je voudrais juste dire un mot quand même Allez-y. et pour revenir sur sur la politique monétaire, puisque en fait, donc la Banque centrale européenne, et donc dans le cadre des décisions qu'elle peut prendre au sein du Conseil des gouverneurs, hein, donc a accordé enfin des facilités dans la zone euro, hein, donc pour les 19 pays de la zone euro, de 3 000 milliards de liquidités par le biais évidemment du système bancaire pour soutenir l'activité économique des entreprises et notamment des PME. Et puis, Pierre Gruson tout à l'heure parlait du financement par les marchés. La Banque centrale européenne a également débloqué des possibilités de l'ordre de 750 milliards d'euros d'achat de titres pour les grandes entreprises. Donc c'est le papier commercial, commercial paper. Donc les grandes entreprises peuvent émettre, hein, en se finançant directement sur les marchés. Et donc la BCE est en capacité d'acheter directement ce papier, de même d'ailleurs que des titres de dette d'État. Ce que je peux dire globalement sur les éléments contexte. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. On a bien vu donc en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs en France et en Europe, la crise est massive. Je souhaiterais qu'on aborde un point précis, les prêts garantis par l'État, ce qui préoccupe pas mal de chefs d'entreprise et de professionnels aujourd'hui. Une enveloppe de 300 milliards d'euros annoncée par l'État dès la mi-mars, avec l'objectif affirmé haut et fort de zéro faillite, éviter que des pans entiers de notre économie ne s'effondrent, en optant pour l'endettement plutôt que pour les faillites d'entreprise. Patrick Dufour, je me tourne vers vous. Qui a droit à ces prêts garantis par l'État, garantis à 90% par l'État? Comment on peut les obtenir? Soyons très concrets. À qui je dois m'adresser pour obtenir un prêt garanti par l'État et quelles sont les étapes à suivre pour le décrocher? Ok, avant de dire comment on travaille à la Caisse d'épargne, je pense effectivement déjà de rappeler les principales règles concernant les prêts garantis par l'État et ensuite le processus. Donc les règles, d'abord le prêt garanti par l'État, le PGE,
est un crédit. Ce n'est pas une aide, c'est un crédit. Et c'est un crédit qui est octroyé par la banque et pour laquelle l'État apporte une contre-garantie qui va jusqu'à 90% pour les professionnels et les PME. Et ce PGE, ce prêt garanti par l'État, est destiné à assurer la trésorerie d'une entreprise ou d'un professionnel dont le chiffre d'affaires disparaît ou totalement ou partiellement à la suite, donc en raison de la crise sanitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce financement ne peut en aucun cas servir à rembourser les crédits préexistants. Les banques se sont engagées dans ce sens-là, et donc ce n'est pas un crédit pour lequel on obtient une contre-garantie de l'État qui va servir à désendetter finalement sur des crédits préexistants. C'est un crédit nouveau et destiné à couvrir finalement les besoins de trésorerie spécifiques à cette situation. Le montant maximum du PGE est de 25% du chiffre d'affaires hors taxe justifié. Alors, ce chiffre d'affaires hors taxe justifié, il est soit justifié à partir des documents comptables, des derniers documents comptables, mais il peut être également justifié, notamment si l'arrêté à la fin de l'année 2019 n'est pas encore finalisé, par une attestation de l'expert comptable qui justifie le chiffre d'affaires au 31/12/2019, par exemple. Un même client peut déposer plusieurs demandes de PGE et il a jusqu'au 31 décembre 2020. La seule limite, finalement, est une limite liée au pourcentage de chiffre d'affaires, c'est-à-dire aux 25% de chiffre d'affaires hors taxe. Il peut également, bien sûr, faire des demandes de PGE dans plusieurs établissements bancaires. S'il a 2 ou 3 banques, il peut partager finalement ses financements entre ces 2 ou 3 banques, mais là encore, dans la limite maximum de 25% du chiffre d'affaires. Il ne peut pas aller souscrire 25% de son chiffre d'affaires dans chaque banque. C'est le cumul de l'ensemble des financements qui représente les 25% du chiffre d'affaires hors taxe. Alors, comment ça se passe? Les 12 premiers mois, ce financement est en différé total de remboursement. C'est-à-dire que le client ne rembourse absolument rien pendant les 12 mois. Ce crédit est réalisé sans frais et sans intérêt. Le seul coût est celui de la garantie de l'État. Et pour les PME et les professionnels, cette garantie de l'État, sur la première année, elle est de 0,25%. Et elle sera payée à terme échu, c'est-à-dire à la fin des 12 mois. Au terme de cette première année, de ces 12 premiers mois, le client aura le choix entre soit un remboursement total, c'est-à-dire il a la trésorerie pour le faire, et il opte pour rembourser totalement son PGE au bout des 12 mois. Mais il peut également choisir d'amortir ce PGE, ce prêt garanti par l'État, sur une durée qui peut aller jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire qu'on est finalement sur un prêt qui peut aller jusqu'à 6 ans, c'est-à-dire les 12 premiers mois plus les 5 années supplémentaires. Et le souscripteur du PGE pourra mixer les deux options, c'est-à-dire il pourra en rembourser une partie à la fin des 12 mois et en amortir sur 2, 3, 4 ou 5 ans une autre partie, l'autre partie. En cas d'amortissement, le prêt sera réalisé par les banques sans marge. Les banques se sont engagées à financer à prix coûtant, c'est-à-dire au coût de leurs ressources, et le coût de la garantie de l'État pour les entreprises ou les professionnels qui auront choisi de l'amortir, il sera de 0,50 pour des amortissements jusqu'à 2 ans et de 1% pour des amortissements au-delà de 2 ans. Donc la garantie de l'État est bien sûr court jusqu'à la fin du financement et aucune autre garantie ne peut être demandée par une banque. La seule chose qu'on peut mettre en place, c'est l'assurance décès et invalidité de l'emprunteur s'il le souhaite. Donc voilà sur les conditions, on va dire, générales. Alors sur le process d'une demande. Donc le client va solliciter son prêt garanti auprès de sa banque, la caisse d'épargne par exemple. Nous allons étudier la recevabilité de la demande avec un certain nombre de pièces justificatives nécessaires, même si elles sont très limitées. On essaie de limiter au maximum et de simplifier au maximum la demande de crédit. Nous allons définir avec le client le montant du PGE qu'il souhaite déposer et éventuellement la répartition entre ces différentes banques. À partir de cette étude, qui est rapide, hein, en général ça se passe sur
2-3 jours maximum, nous formalisons à notre client un préaccord. Et à partir de ce préaccord qu'on lui a signifié par écrit, il va aller sur le site de la BPI, et sur le site de la BPI, il va déposer sa demande avec son numéro SIREN, son chiffre d'affaires et son ou ses accords de banque. Et il obtient alors une attestation BPI qu'on appelle l'attestation dite numéro unique. Et avec cette attestation, il va revenir vers sa banque ou vers ses banques. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons, à partir du moment où nous avons récupéré cette attestation unique, que l'instruction proprement dite du dossier démarre. Le délai pour la mise à disposition des fonds, c'est quelques jours. Ok. Alors, ce que je voulais préciser, parce que c'est important, Allez-y. c'est qu'à la caisse d'épargne, alors ce n'est pas forcément vrai dans toutes les banques, mais à la caisse d'épargne, nous préfinançons en découvert les demandes de PGE que nous avons préaccordées. C'est-à-dire dès l'instant où nous avons préaccordé le dossier, nous préfinançons pour nos clients qui sont en urgence de trésorerie. Voilà. D'accord. Ça ne fait pas partie des conditions de PGE, hein, c'est une mesure qu'a prise la caisse d'épargne. Certaines autres banques le font aussi, pas toutes. C'est noté. Ça, c'est pour le cas où il y a un préaccord. C'est 95% des PGE qui sont accordés, si je ne me trompe pas à peu près. Les 5%, dites-nous quels sont très concrètement les cas de figure où un PGE est refusé. Quels sont les motifs très clairs pour lesquels ces prêts sont refusés? Alors, à la caisse d'épargne, on est à 98% hein, de prêts accordés. Il y a deux raisons principales pour refuser un PGE. La première, c'est le dossier est inéligible à la garantie de l'État. Ça veut dire qu'il y a des situations qui font que le prêt ne peut pas être garanti. La garantie de l'État ne joue pas, ne peut pas être mise en œuvre. Et il y a notamment deux situations, j'ai envie de dire jusqu'à hier. La première situation, c'est une entreprise ou un professionnel qui est en procédure judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dans le cadre d'une procédure de type sauvegarde, règlement judiciaire ou liquidation judiciaire. Dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas mettre en place le PG. Vous n'avez pas le droit de le faire. La garantie de l'État ne peut pas être donnée. La deuxième règle, c'était, je parle au passé, on y reviendra, le fait que l'emprunteur ou entreprise avait des fonds propres inférieurs à 50% de son capital social. C'était la deuxième règle d'inéligibilité qui ne permettait pas de mettre en place un PGE. La deuxième raison qui peut pousser une banque à ne pas mettre en place un PGE, c'est si la situation de l'entreprise ou du professionnel avant la crise était déjà très fortement dégradée. Ça veut dire qu'elle n'était pas en procédure judiciaire, mais elle était quand même dans une situation, on va dire, très compliquée. Et dans ce cadre-là, la banque peut être amenée à ne pas vouloir mettre en place le PGE. Alors, je vais donner deux chiffres pour la caisse d'épargne. Très rapidement. Hier, nous avons 3 920 demandes de PGE. Sur ces 3 920 demandes de PGE, on en a déjà réalisé 1220 et ça représente 130 millions d'euros de financement, ce qui fait à peu près un peu plus de 100 000 euros en moyenne par dossier. Alors, c'est en moyenne, hein, parce qu'il y a des écarts bien sûr importants. Et sur 3 920 demandes de PGE, hier, nous avons 108 refus. Et sur ces 108 refus, il y en a 78 pour des raisons de non-éligibilité. D'accord. On y reviendra effectivement sur ces critères européens. Donc ça veut dire que le taux de refus est très faible et c'est vraiment lié à des situations très spécifiques. Alors, quand un prêt est refusé, que fait-on? Eh bien, on oriente notre client soit vers des aides directes de l'État ou de la région, mais également vers la médiation, donc vers Denis Lortou en parlait. Denis Lortou, oui, effectivement. Denis Lortou, donc à la Banque de France. C'est à vous que revient hein, la patate chaude quand il y a un souci entre la banque et son client au titre de la médiation du crédit.
Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne? Quelles solutions vous pouvez apporter à ces entreprises qui sont en difficulté, en redressement au bord de la faillite et qui n'ont pas accès au PGE? Alors, bon, c'est un sujet effectivement assez complexe et délicat, hein. Alors, la médiation, déjà, il faut voir une chose, c'est que ça met en jeu l'ensemble des partenaires financiers d'une entreprise. C'est-à-dire que dans le cas qui peut être cité là, si une entreprise a une difficulté avec une de ses banques, nous nous adressons à l'ensemble des partenaires financiers. Et ça, c'est un point très important parce qu'il faut une approche solidaire de la gestion du dossier. D'ailleurs, la médiation, je rappelle peut-être que ça a fait l'objet d'un accord, hein, un accord de place entre tous les établissements de crédit, tous les réseaux bancaires, et que voilà, c'est une partie des engagements de cet accord. Donc, nous essayons de trouver des solutions en tant que médiateur, c'est-à-dire que évidemment, nous ne distribuons pas d'argent, hein, cela c'est bien clair, mais nous essayons de rapprocher des positions. Alors, ce qu'il peut y avoir, par exemple, c'est que il se peut que des entreprises se soient vues refuser à première demande des concours de la part de leur banque parce qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de visibilité sur la pérennité petit 1 de la structure, petit 2, tout simplement des affaires à un horizon de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon. Alors là, nous pouvons nous apporter et gratuitement des outils d'aide à l'analyse prospective. Donc, nous avons notamment un produit qui s'appelle Opal et qui permet justement de se projeter dans l'avenir. Même si je ne conteste pas du tout le fait que les banquiers, bien sûr, ont déjà pu faire cette première analyse prospective, hein. Deuxième approche, et c'est ce que a aussi mentionné Monsieur Dufour, c'est que nous pouvons réorienter à ce moment-là, si nous ne parvenons pas à trouver des terrains d'entente avec les banques, nous pouvons réorienter les entreprises vers des dispositifs d'aide publique, notamment le fonds de solidarité, hein, qui a été mis en place pour venir en aide aux TPE ou entrepreneurs individuels qui ont été notamment frappés par les interdictions administratives d'ouvrir, enfin de maintenir leur activité, donc soit d'ouvrir leur commerce par exemple. Donc ça peut être une solution alternative. Et puis pour les entreprises dont la situation est extrêmement compromise, mais je veux bien insister aussi sur le fait qu'elle n'est pas conjoncturellement compromise, c'est-à-dire qu'elle était déjà très compromise Avant, préalablement à la crise. Je pense que c'est ça qu'il faut quand même bien comprendre, hein. Eh bien là, il faut tout simplement s'orienter vers le tribunal de commerce et déclencher les procédures collectives qui sont prévues à cet effet. Voilà, donc je rappelle bien quand même que le PGE est un dispositif transitoire d'aide en trésorerie pour passer ce cap difficile. Ce n'est absolument pas un dispositif de règlement des difficultés structurelles d'une entreprise. tout à fait, c'est toujours Il ne faut pas important se de tromper le sur rappeler. l'objet du PGE, hein. Pierre Gruson, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, alors une question, comme d'habitude, de quelqu'un qui est un petit peu extérieur. Monsieur Dufour, est-ce qu'il est facile d'établir le prix coûtant de ces prêts? Je me rappelle d'une des phrases de la présidente Christine Lagarde qui disait qu'elle était prête à financer les banques pour ces opérations jusqu'à un taux négatif de moins 0,75%. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que ça vous aide à calculer ce prix coûtant? Euh, je- Ça, c'est la première question. Et la deuxième, qu'en est-il du crédit interentreprise aussi? Parce qu'on sait que si une entreprise est en difficulté par domino, elle peut entraîner les autres. Alors, première question, comment fait-on pour calculer ce prix coûtant des prêts? Et la deuxième, est-ce qu'il y a des dispositifs concernant les crédits interentreprises, s'il vous plaît? Alors, le prix coûtant, c'est finalement le coût de la ressource, le coût de la ressource de la banque. Alors, effectivement, la banque va se refinancer
sur les marchés, mais elle ne fait pas que se refinancer sur les marchés auprès de la Banque centrale européenne, elle se refinance également auprès de ses épargnants. Ça veut dire qu'une grande partie de la collecte que nous réalisons auprès de nos clients, elle sert à prêter. Hein, c'est le principe du je collecte pour prêter. Et effectivement, quand nous sommes en insuffisance de collecte auprès, enfin de ressources auprès de nos clients, finalement, on va se refinancer auprès de la Banque centrale européenne. Donc le calcul du coût de la collecte, eh bien, c'est la moyenne des deux. C'est finalement le coût de la collecte qu'on réalise auprès de nos clients et le coût de notre refinancement auprès de la Banque centrale. Alors, on est... Ah, on ne voit plus, d'accord. On est effectivement sur un coût moyen aujourd'hui qui n'est pas à zéro parce que la collecte qu'on réalise auprès de nos clients, elle est rémunérée, hein, mais on est quand même sur des coûts qui sont très bas actuellement. C'est noté. Pierre Gruson, je me tourne vers vous. On a une question qui remonte. Est-ce qu'il est envisageable, est-ce qu'il est souhaitable que ces prêts de garantie par l'État soient transformés finalement en dons, en apports en fonds propres, secteur par secteur pour les secteurs les plus touchés? C'est une option à laquelle réfléchissent plusieurs personnes, dont le gouverneur de la Banque de France. Est-ce qu'il faut aller plus loin que des prêts pour certains secteurs, certaines entreprises? Waouh! Alors, moi, je me pose déjà une question depuis quelques années, c'est comment fait-on aujourd'hui pour sélectionner les projets d'investissement lorsque les taux d'intérêt sont si proches de zéro? Maintenant, transformer en dons, bon, on n'est quand même pas sur du crowdfunding, on est en train de financer une petite activité. Euh, je ne le pense pas souhaitable. Je trouve que, on parlera peut-être de ce problème tout à l'heure, c'est que tous ces dispositifs sont là pour financer les dettes des entreprises, pour leur apporter des capitaux prêtés. On néglige peut-être les fonds propres. Il faudra se poser la question sur la durée, d'autant que les banquiers, logiquement, n'aiment pas prêter plus que les fonds propres. Est-ce que maintenant ces fonds propres doivent être alimentés par les dons? Je ne sais pas déjà comment on pourrait mettre un texte réglementaire avec cette optique. Deuxièmement, les actionnaires ont un rôle à jouer, un rôle d'investisseur dans la sélection des investissements et dans leur rentabilité. Est-ce qu'un donateur a vraiment sa place dans ce contexte? Peut-être qu'il serait plus envisageable pour nous tous qui avons envie de financer l'économie, de participer, de relancer ces fonds d'investissement régionaux, qui à leur tour, eux, irrigueraient en prise de participation les entreprises, et que peut-être plutôt qu'un don, imaginez que ce soit un prêt à zéro coupon, et avec l'idée qu'on rembourserait ces donateurs intermédiaires dans quelques années. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question, elle est un petit peu surprenante. Tout à fait, mais je reformule, je m'adresse à Denis Hortou, puisque c'était une proposition du gouverneur général de la Banque de France, que les reports de cotisations fiscales et sociales deviennent finalement des abandons ou des exonérations. Sectoriellement, je pense notamment à l'hôtellerie-restauration. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Hortou? Alors, il appartiendra bien entendu au ministre de l'économie et des finances de se prononcer sur ce sujet, puisque, enfin, en tout cas, les dettes fiscales, ça ressort bien sûr au premier chef de Bercy. Mais quand même, je voudrais dire un mot sur ce que c'est que la garantie de l'État par rapport aux banquiers. C'est-à-dire que, en fait, quand le banquier ne peut pas recouvrer sa créance, puisque Patrick Dufour disait quand même d'abord on accorde un crédit hein, qui fait l'objet d'une garantie par l'État. Et donc, c'est au moment où donc, la banque voudra recouvrer sa créance vis-à-vis de l'entreprise. Et si, à ce moment-là, si pour tout un tas de facteurs, ce recouvrement n'est pas possible, la garantie de l'État sera activée. Donc ça veut dire finalement que c'est cette garantie qui se substituera débiteur vis-à-vis de la banque créancière. Donc d'une certaine manière, c'est un abandon de la créance, tout simplement. Hein. Voilà, donc je sais pas, si Patrick Dufour veut commenter ce que je viens de dire, mais à mon sens, le mécanisme, c'est bien celui-ci. C'est en ce sens que fonctionne la garantie. Tout à fait, mais je vais vous redonner la parole, Patrick Dufour. On va essayer de regarder un peu devant nous Yep. dans les mois qui viennent.
Vous l'avez tous dit, hein, très clairement, ce sont des crédits. Un crédit engage celui qui le souscrit, il doit être remboursé dans les mois qui viennent, dans un an, là, quand vont commencer les discussions sur le remboursement des PGE. Patrick Dufour, comment vous envisagez cela? Quel rôle les banques peuvent avoir pour aider les entreprises qui, d'un coup, avec un décalage d'un an, vont devoir rembourser ces échéances en plus de leurs échéances habituelles? Oui. Avant ça, juste 30 secondes pour vous dire que, juste pour bien situer l'impact que ça génère le PGE pour les banques. En 3 semaines, nous avons, avec la mise en place du PGE, mis en place autant de crédits qu'en 6 mois normalement. Ça veut dire qu'en termes d'intensité, avec des équipes qui sont confinées, qui travaillent à distance, c'est vrai pour toutes les banques, hein, c'est vraiment, je dirais, une mobilisation extrêmement importante. Et actuellement, nous traitons à peu près 250 demandes de PGE par jour à la Caisse d'épargne. Donc c'est vraiment un volume très fort. Alors je vais répondre à votre question. Effectivement, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines ou dans quelques mois? Parce que d'une manière très générale aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On reporte. Ça veut dire qu'on reporte les impôts, les taxes, les prélèvements divers et variés, les échéances de crédit, mais à un moment donné, il va falloir les payer. Et effectivement, à ce moment-là, je pense que là encore, les banques vont avoir un rôle à jouer. On est déjà en réflexion pour faire ce qu'on appelle de la restructuration de crédit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'entreprise ou le professionnel va se retrouver avec une masse importante à devoir rembourser et que pour éviter qu'il ne disparaisse, qu'il soit en situation de dépôt de bilan parce qu'il ne peut pas faire face, on puisse l'accompagner en structurant ses financements sur une durée suffisamment longue pour à la fois supporter les remboursements effectués, mais aussi disposer des moyens pour investir pour l'avenir et pour relancer la machine économique de son entreprise. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Et pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, vous parliez de dons. Moi, je pense que ce qui peut également arriver, et ce qui probablement arrivera, c'est qu'un pour un certain nombre de secteurs d'activité ou pour un certain nombre d'entreprises, eh bien, on soit amené peut-être à transformer un certain nombre de financements en investissement, c'est-à-dire en participation en bilan, participation en fonds propres, de manière à accompagner les entreprises qui, on va dire, sont dans des situations structurelles qui sont viables, mais dans une situation conjoncturelle qui peut les conduire à disparaître. Et dans ces cas de figure, je pense qu'il y aura des rôles à jouer. Il y aura ce qu'on appelle du portage de haut de bilan, hein, c'est-à-dire finalement on prend une participation, on prend une part de capital, on souscrit une part de capital, peut-être en transformant justement la dette en capital, de manière à donner de l'oxygène et à donner du potentiel de levier pour pouvoir se développer et supporter finalement cette phase de redémarrage. Je pense qu'on aura également probablement des choses à travailler sur des portages d'actifs. Je prends un exemple, une entreprise a un patrimoine immobilier, eh bien pour récupérer du cash, on peut également envisager de faire du portage d'actifs sur cet immobilier, ce qui permet, on va dire, là aussi, de générer des capitaux qui viennent alimenter finalement l'entreprise pour qu'elle puisse se développer. C'est noté. Je rebondis sur ce critère d'entreprise en difficulté, hein, de fonds propres insuffisants. Il pourrait être assoupli, hein, ce critère européen. Vous avez des informations en ce sens, Patrick Dufour? Oui. Alors effectivement, on a eu une information hier soir. Hein, vous voyez, tout à l'heure, je vous donnais les chiffres pour la Caisse d'épargne. 78 sur les 108 refus venaient du fait que les fonds propres étaient inférieurs à 50% du capital social. Alors cette règle est en train d'être sortie de l'inéligibilité dans l'octroi au PGE. Donc le décret devrait sortir incessamment sous peu. Ça nous a été annoncé hier soir. Et donc, ça veut dire que pour les TPE et les PME seulement, elles pourraient prétendre à un PGE, même si elles ont des fonds propres négatifs ou des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social. Ça ne veut pas dire que c'est un droit à PGE. Hein, ça ne veut C'est pas dire que les un banques, critère assoupli. voilà, ça ne veut pas dire que les banques accepteront toujours, parce qu'une entreprise qui a des fonds propres négatifs, ça veut quand même dire qu'elle a généré des pertes. Il y a un souci, ouais. Mais le message est passé. Il faut, dans le contexte actuel, se renseigner quasiment quotidiennement pour voir les évolutions.
Pierre Gruson, et ensuite, je voudrais aussi la réaction de Denis Lortou. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, hein, on l'a vu sur l'endettement privé, mais c'est valable pour l'endettement public. On a l'impression que l'argent public coule à flot. Le seuil des 3% de déficit européen a sauté. C'est des évolutions qu'on ne pensait pas imaginables il y a encore 2 mois. Euh, qui paiera cet endettement public massif, Pierre Gruson? Quelle solution on peut, en étant très imaginatif, esquisser pour les années à venir? Alors, là, j'ai sans doute plus de liberté pour parler que Denis Le Retou. C'est pour ça que je vous donne la parole en premier, je laisserai Denis Lortou réagir. Et lui, il viendra penser les plaies. Donc, effectivement, pour l'instant, on se dit que c'est de l'argent magique. On a mis des années à se débarrasser de la planche à billets qu'utilisait l'État. Je crois que c'est en 1973 qu'on a arrêté les prêts gratuits au Trésor. On est de nouveau dedans. Alors, dans les éléments positifs, de toute manière, on sait qu'aujourd'hui, si on meurt guéri, ça ne servira à rien. Donc, effectivement, tout le monde est d'accord pour financer, pour ouvrir les vannes. Bon, effectivement, vous avez tout à fait raison. Le jour où il faudra présenter l'addition et se répartir entre ceux qui doivent payer, ce sera une autre histoire. Bon, je pense que la force actuellement de la zone euro, c'est d'être ensemble et c'est que les investisseurs internationaux continuent de croire dans l'euro. C'est un challenger valable au dollar. Les chiffres d'endettement des États-Unis sont bien plus inquiétants que ce qui se passe en Europe. Donc, effectivement, un accident majeur sur l'euro, dans l'immédiat, tout du moins, n'est pas envisageable, je l'espère. Alors, après, pour le financement, les États devront bien trouver d'autres sources de financement. Je sais, on a un petit peu parlé avant cette réunion des fameux 50 milliards qu'on n'aurait pas consommé les ménages. Aujourd'hui, on est en train de les dépenser 20 fois en se disant que peut-être que cela pourrait être un moyen pour l'État de trouver un financement et peut-être de pallier le manque de redémarrage de la consommation des ménages et en même temps donc d'envisager des dépenses collectives et sociales très utiles. On pense évidemment aux hôpitaux, aux infrastructures. Ça peut être une piste, mais on est vraiment au début de cette information. Voilà un petit peu ce que je peux vous proposer comme piste. Denis Lortou, est-ce que vous souhaitez réagir là-dessus? Comment dire Bon, d'abord, il faut quand même voir une chose, c'est que, de manière générale, les États ont le temps devant eux. Ils ne fonctionnent pas comme vous et moi ou comme une entreprise. C'est-à-dire que ce qui caractérise quand même un État, et notamment pour le remboursement de sa dette, c'est le temps long. Je veux dire, voilà, un État, il est intangible a priori, sauf événement majeur comme une guerre qui ferait disparaître. Mais bon, Ou ça c'est. une pandémie mondiale? Oui, d'accord. Mais enfin, il faut garder les choses en proportion quand même. Je veux dire, souvent on fait le parallèle de la situation économique d'aujourd'hui, post-Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais quand même relativiser un certain nombre de choses. Je ne pense pas, regardez autour de vous, nos villes ne sont pas détruites, nos infrastructures de transport et de production d'énergie sont intactes, notre appareil productif matériel en tout cas est intact. Donc on a quand même une capacité de rebond, de reprise qui est absolument formidable. Donc voilà, il faut être un peu optimiste quand même, hein. Alors je ne méconnais pas du tout, bien sûr, l'état moral. Je pense que la clé, elle est sûrement là, en fait, hein, sur le rebond. C'est l'état moral des acteurs économiques et des ménages. Donc, je L'état pense que moral, c'est-à-dire leur capacité à dépenser ces fameux 55 milliards d'épargne contrainte à la sortie de crise. alors c'est un des éléments, mais c'est aussi évidemment la faculté de retourner au travail, tout simplement. C'est clair que la reprise de l'activité économique, elle ne pourra être que graduelle, ne serait-ce que par les obligations des entreprises en matière de protection sanitaire de leurs employés. Donc, bien sûr, on ne peut pas refaire tourner les chaînes de production avec de manière nominale comme c'était avant. Vous avez vu qu'il y a des usines automobiles qui ont repris leur activité et que donc les mesures de protection imposent comment dire, une production en baisse. Mais quoi qu'il en soit, les facteurs sont bien là. Donc voilà. Donc bien sûr,
il y a du carburant à mettre dans la machine. Vous savez que ce qui caractérise l'économie française, c'est quand même la vigueur de sa demande intérieure. Et donc, donc là, on a un carburant de un peu plus d'une cinquantaine de milliards d'euros, qui est ce qu'on appelle l'épargne forcée. Et donc ça, déjà, c'est un élément assez positif pour relancer la demande intérieure. Donc voilà. Après, sur la dette, il y a des possibilités qui vont se faire jour. Cantonner la dette, la reporter sur un temps long, comme je le disais, mutualiser avec les pays les plus solides. Mais enfin, voilà, quoi qu'il en soit, des solutions seront trouvées, je n'ai aucun doute là-dessus. Merci. Pierre Beson, très rapidement, parce que j'ai une question ensuite qui nous est remontée en direct pour Patrick Dufour. Juste une phrase, puisqu'en tant qu'enseignant-chercheur, je travaille aussi sur la dette publique. J'ai publié un article où je montrais que si l'on passait toute la dette publique, la nouvelle qu'on doit émettre, sous la forme de zéro coupon, il serait possible de soulager la trésorerie de l'État de 100 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Imaginez ce qu'on peut faire aujourd'hui avec 100 milliards d'euros. Peut-être qu'on va aussi, à mon avis, vu le prix du pétrole, on peut bouger sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour maintenir le prix du carburant là où il est aujourd'hui. C'est un petit peu moins. Et effectivement, comme disait Denis Le Retour, la TVA est le plus gros moteur des recettes fiscales. Bon, Merci beaucoup. Il faut être imaginatif. Je vous en prie. Patrick Dufour, une question très, très pratique nous est remontée. Est-ce que le remboursement du PGE sera prioritaire par rapport aux autres emprunts déjà souscrits par le client? Donc, est-ce que les autres emprunts, le remboursement sera stoppé tant que le PGE ne sera pas remboursé? Ou est-ce que c'est pas prévu? Alors, dans la phase des 12 mois, on ne peut pas rembourser d'autres emprunts, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser le PGE pour rembourser d'autres, les banques ne peuvent pas utiliser les fonds du PGE pour rembourser d'autres emprunts pendant cette période-là. Ensuite, lorsqu'on va tomber dans la phase d'amortissement, c'est-à-dire sur les 5 années jusqu'à 5 années qui suivent, il n'y aura pas de priorité donnée au PGE. Hein, ça veut dire que l'ensemble des échéances, que ce soit de crédit normal, entre guillemets, ou du PGE, eh bien, seront remboursés sans règle de priorité, sans règle de préférence. Par contre, pendant cette période de 12 mois, effectivement, on ne peut pas, par exemple, réduire des lignes de financement court terme ou rembourser par anticipation des crédits en utilisant le PGE. Ça, les banques ont pris des engagements dans ce sens-là. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Si vous me permettez, Allez-y. je voudrais rajouter un point. Bon, on a beaucoup parlé, bien sûr, de l'État, de l'accompagnement de l'État. Je pense que les régions, et notamment la région Nouvelle-Aquitaine, s'investissent également beaucoup. Et à ce titre-là, d'ailleurs, au-delà des aides ou des accompagnements qu'elles peuvent conduire, nous sommes sous l'impulsion donc de la région et sous l'impulsion également de Bordeaux Place Financière et Tertiaire, donc, auquel nous appartenons, d'ailleurs Denis Le Retour comme moi-même. C'est une association qui regroupe les métiers de la banque et des services auprès des entreprises. Nous sommes en train de travailler donc avec la région pour mettre en place un financement complémentaire qui n'est pas selon les règles du PGE et qui sera plutôt destiné aux entreprises, aux secteurs d'activité les plus impactés, le tourisme bien sûr, mais aussi tout ce qui est le monde industriel, toute la partie des industries culturelles, créatives, également les petites et moyennes entreprises industrielles et agroalimentaires. Et donc, 6 banques régionales, les banques mutualistes, sont en train de travailler avec la région pour mettre en place ces financements complémentaires dans des règles qui seront un peu différentes de celles du PGE, avec probablement des durées d'amortissement et des durées de différé plus longues. Et nous sommes en train de viser un objectif que ces financements puissent être prêts pour le début du mois de mai. Voilà. Donc, je voulais juste souligner également ces initiatives régionales qui vont. Tout à fait. Pour ce secteur hôtellerie, hébergement, restauration, tourisme qui est très très présent dans la région. Pour être tout à fait complet, hein, le Conseil régional a un plan d'urgence aussi qui s'articule avec les dispositifs d'État et Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux ont aussi voilà, débloqué un fonds et d'autres agglomérations dans la région qui ont la compétence des VECO sont tous montés au créneau pour aider au mieux les entreprises.
Merci à tous les trois, très sincèrement, de votre présence ce matin. J'espère qu'on a pu éclairer un peu nos lecteurs, nos abonnés. Pour en savoir plus, rendez-vous évidemment sur le site de la Tribune au quotidien pour suivre toutes les évolutions. J'en profite pour vous rappeler que depuis lundi, la Tribune est passée à un modèle payant réservé à nos abonnés. Les articles sur l'actualité économique de Bordeaux, de la région de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau national et international, sont donc désormais payants à un tarif d'abonnement d'1 euro par mois le premier mois, puis de 9 euros par mois. Le tout sans engagement. C'est une évolution majeure pour nous. C'est le moment de vous abonner pour lire et pour soutenir une information économique locale et nationale de qualité. Je vous remercie par avance pour vos soutiens. Merci à la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes. Excellente journée à tous les trois. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Portez-vous bien et surtout, si vous le pouvez, restez chez vous encore quelques semaines. On espère que ça ne durera pas encore trop longtemps. Merci, excellente journée à vous.